Et on invite à monter sur la scène à Virginia Carreri de WHH, Eric Loda de la commune urbaine de Tuléar et merci aussi de WHH. Notre projet est arrivé le mois d'août 2014 dans la région de Atzimangefana, en particulier dans la commune urbaine de Tuléar, ainsi que dans les communes limitrophes, dans l'objectif de renforcer la résilience de la population face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Un objectif à joindre par l'amélioration des capacités de production ainsi que des conditions de vie de la population. Le projet prévoit 3 volets d'intervention qui sont justement très liés et connectés pour l'objectif de renforcer la résilience. Et sont l'assainissement solide, soit la gestion des déchets, l'eau et génie rural, ça veut dire la réhabilitation d'infrastructures hydroagricoles ainsi que des points d'adduction d'eau, dont malheureusement on n'aura pas le temps de trop en parler aujourd'hui. Et enfin, la sécurité alimentaire et le reboisement. Pourquoi? En fait, la Welthungerhilfe est une organisation, une ONG allemande qui est présente à Madagascar depuis plus de 20 ans, active dans les domaines du développement agricole, surtout dans les contextes ruraux, normalement. Néanmoins, pendant les derniers temps, on s'est rendu compte que la sécurité alimentaire était de plus en plus une urgence dans les contextes urbains, donc pas seulement dans les contextes ruraux. Et en plus, on s'est rendu compte que les 3 volets ne pouvaient plus être traités l'une sans l'autre. Et donc, voici l'assainissement solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Le projet est arrivé, comme on a dit, en août 2014, en appui à la commune urbaine de Tuléar, pour mettre en place, concevoir d'abord et mettre en place ensemble un plan d'assainissement solide qui puisse être durable et qui puisse offrir à la municipalité un modèle de gestion vraiment efficace sur toute la chaîne de valeur des déchets. Ça veut dire depuis la précollecte, soit la collecte, les transports, les tri, et enfin la valorisation, soit le traitement de ce qu'on appelle les déchets ultimes. Mais la gestion des déchets, aujourd'hui, ne peut pas se faire sans une implication directe et 100% de toutes les parties prenantes. Donc, d'un côté, l'offre des acteurs économiques, de l'autre côté, les comportements des consommateurs, qui reviennent à ce qu'aujourd'hui on appelle un concept d'économie circulaire. On parle beaucoup aussi des stratégies des 3 R, ça veut dire réduire, recycler et réutiliser, c'est que ça peut se faire ensemble. Donc, d'un côté, l'acteur économique doit chercher de faire une offre qui soit de plus en plus éco-soutenable. De l'autre côté, les consommateurs doivent adapter un comportement qui soit de plus en plus responsable. Et enfin, les opérateurs de l'assainissement doivent chercher de mettre en place des mesures de réutilisation et de recyclage pour réduire les dégâts, justement. Et donc, aujourd'hui, l'agriculture urbaine, si vous voulez, rentre un peu dans ce qu'on offre des acteurs économiques de plus en plus soutenables. Ça veut dire offrir des solutions qui rentrent dans cette conception circulaire d'économie durable. En particulier, donc, notre projet PASSAT vous montre un exemple d'économie circulaire. Bon, pas évidemment seulement notre projet, mais en général, une gestion des déchets efficace est un exemple d'économie circulaire. Pourquoi? Ça commence bien évidemment avec l'émission des déchets, la production même des déchets, qu'ils soient ménagères, commerciaux, des marchés, industriels, etc. Ensuite, ces déchets sont évidemment collectés, et donc les projets intervenus pour appuyer la commune urbaine avec les équipements nécessaires, donc les bennes et les bacs à ordures, transportés dans un site par l'aide des camions de bennes. Et justement, les sites, comme on vient d'entendre pour le cas du Sénégal, c'est pas un problème très facile à traiter dans les pays en voie de développement, parce que l'habitude, un peu partout dans le monde, pas encore appuyée par ce genre de projet, c'est que l'habitude a été de mettre en place des sites sauvages, illégaux, avec un taux de pollution assez dangereux pour la santé et pour l'environnement. Donc le projet est intervenu également pour la construction d'un centre, un CSVD, un centre de stockage et valorisation des déchets, qui puisse mettre fin à la pratique sauvage d'enfouissement dans la nature. Les centres permettent déjà de protéger l'environnement, mais surtout
permet de clôturer les cercles avec les recyclages, donc la réalisation des produits de valorisation et la vente de ces produits-là. La vente, soit réutilisation, c'est que produit des réinvestissements dans le système et que de quelque façon clôture notre cercle d'économie. Et voici encore un autre exemple, si vous voulez, d'économie circulaire et gestion des déchets ensemble. Le projet a réalisé un site de biométhanisation par la construction d'un digester. C'était un tout petit essai pilote justement pour montrer le potentiel de la valorisation des déchets en qualité de ressources et pas en qualité des déchets tels qu'ils sont. Et ce site a été construit et conçu à l'intérieur du marché plus grand de la ville de Tuliar. Et à l'intérieur du marché, on a pu recevoir les déchets organiques du marché même, qui sont collectés et transportés au site de biométhanisation. Transportés, on discute bien de quelques centaines de mètres, parce que, comme je vous ai dit, le site est à l'intérieur du marché même. Les déchets donc, sont traités dans un site, dans le digester même. Les digesters nous donnent 3 produits, qui sont les engrais, les biogaz, et le CO2, l'anhydride. Et ces 3 produits sont réutilisés dans les sites même. Donc, les engrais, évidemment, dans des cultures maraîchères, les biogaz pour la cuisson, et le CO2, actuellement, n'est pas encore exploité, c'est pour cela que vous ne voulez pas mentionner, mais on est en train de faire des essais d'algoculture et de pisciculture, alimentés par le CO2 produit par le système. Ce qui fait un centre à 100% circulaire, dont toutes les ressources en entrée, ils sont réexploitées également en sortie. Enfin, pour faire en sorte qu'elle soit rentable au niveau économique, parce qu'un des défis les plus importants de l'assainissement aujourd'hui, c'est justement aussi sa rentabilité financière, on est en train de mettre en place une gargote qu'on appelle green, parce que toute la nourriture qui est préparée dans la gargote vient du site même, bon, comme ressource maraîchère, mais surtout est préparée avec les biogaz qui viennent de la digestion des déchets organiques. Et donc, il y a de la création de l'emploi, il y a du développement économique, il y a de la nourriture disponible sur place, à kilomètre zéro, si vous voulez, et ce qui fait un site d'économie circulaire et sécurité alimentaire en même temps. Voici quelques photos. Ce qui était intéressant dans les choix du site, c'est que ce n'était pas seulement le fait de choisir les marchés pour des raisons techniques, donc pour la disponibilité des déchets organiques, mais c'était aussi parce qu'à l'intérieur du marché, il y avait plusieurs zones très sales, utilisées comme points de collecte sauvage des déchets, et également des points de défécation à l'air libre. Donc, l'assainissement de la zone s'est transformé dans les sites de biométhanisation et culture maraîchère. Ce qui vous montre une stratégie d'assainissement qui répond à plusieurs objectifs. Donc, d'un côté, l'hygiène et la propriété, évidemment. De l'autre côté, la protection de l'environnement. Mais enfin, ça donne la possibilité d'avoir des sites d'agriculture urbaine en ville grâce au fait que cette terre-là est maintenant exploitée, ce terrain-là est exploité pour des objectifs au service de la population. Et donc, on a fait plusieurs expériences au niveau de l'agriculture urbaine justement liées à la gestion des déchets. Et là, je passe la parole à ma collègue Merci, qui est agronome, qui travaille avec moi, pour qu'elle puisse vous parler un peu mieux des différents cas que vous avez déjà un peu entendus hier. Merci Virginia. Donc moi je suis Merci Ramilana Zouroarfelu, je suis l'adjoint au chef de projet et pour ma part je vais vous parler du volet sécurité alimentaire et reboisement du projet PASSAT. Donc, le projet PASSAT intervient dans le volet agricole, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau des périphéries proches de la ville. C'est-à-dire qu'il y a 4 communes qui sont distantes de la ville de Tuliar, d'à peu près entre 3 à 6 kilomètres. Et donc, nous intervenons de 2 façons. Il y a ce qu'on appelle les cultures maraîchères villageoises, qui se fait au niveau des périphéries, et il y a aussi l'agriculture urbaine. Et maintenant, je vais vous parler de la culture maraîchère villageoise.
Le projet intervient au niveau de 4 communes en appui de 9 associations féminines qui sont composées à peu près de 156 bénéficiaires. Pour cela, le projet aide les paysans à investir dans l'activité et donc le projet donne des appuis en outils et en intrants et suivant ce qu'on appelle une subvention dégressive. C'est-à-dire que la première année, le projet donne tout à 100% et après, la subvention se fait de manière dégressive. La deuxième année, les paysans sont amenés à rembourser 25% du prix des intrants et à la seconde année, 50% du prix des intrants. Donc, on a amené plusieurs outils agricoles et plusieurs semences améliorées qui ont été achetées auprès de fournisseurs agréés. Et à part ça, toujours dans tout ce qui est production de semences, il est à noter qu'à Tuléar, il n'y a pas du tout de production de semences maraîchères. Aussi, l'année dernière, on a fait une formation au bénéfice de 23 paysans qu'on appelle actuellement les producteurs, les paysans multiplicateurs de semences. Et on espère que cette année, Tuléar pourra peut-être avoir ses premières productions de semences maraîchères. À part ça, on a mis en place aussi des composteurs qu'on appelle des composteurs collectifs au niveau des 4 communes pour pouvoir inciter les paysans à utiliser des fertilisants parce que les paysans au niveau de notre région d'intervention ne sont pas habitués à apporter des fertilisants ou bien ils apportent du fertilisant mais à base de fumier de parc. Alors qu'on sait pertinemment qu'actuellement, à cause de l'insécurité, les ébus se font rares et les fumiers de parc aussi. Donc, on a fait des formations sur la production de compost villageois. Après, nous avons aussi fait une formation en partenariat avec la division des protections des végétaux à Tuléar pour solliciter les paysans à produire des biopesticides, c'est-à-dire à faire des luttes biologiques, parce que on a déjà vu hier que si les pesticides sont mal utilisés, ça pourrait avoir des impacts aussi bien sur les utilisateurs que sur l'environnement. Donc, on peut dire que pour nos 156 bénéficiaires, à peu près 80% ont adopté cette technique. Ceux qui n'ont pas adopté, ce sont plutôt à la fois des maraîchers et des producteurs de coton. Et pour la production de coton, ils utilisent beaucoup de pesticides. Pour le suivi des productions, on a mis en place ce qu'on appelle les TMT, les TANSA Panampen-Technician, ou des relais locaux qui font l'interface entre les maraîchers et les techniciens du projet. C'est-à-dire que dès l'installation des associations, ces TMT sont responsabilisés à identifier les membres, à faire les relevés de toutes les parcelles et surtout, pendant la récolte, ils sont amenés à faire des pesées et évaluer les revenus de chaque bénéficiaire à partir de la vente de la production. Pour la culture maraîchère en ville, c'est très associé aux activités de projet liées à l'assainissement parce que, avec la mise en place d'un système de précollecte, le projet a mis au niveau de son bureau à Tuléar des composteurs de proximité qui accueillent les déchets issus de la précollecte. Parce que pour la précollecte, on a incité les ménages à faire le tri à la source, donc tout ce qui est matière organique sont approvisionnés, sont emmenés au niveau des composteurs. Les composteurs qu'on a mis en place nous ont permis à traiter jusqu'à 70 kg de déchets organiques.
Donc, quand on a mis en place les composteurs, on s'est dit, si le compost est produit, où est-ce qu'on va les utiliser parce qu'il faudra les valoriser. Donc, on a mis en place une petite parcelle que vous voyez ici, qui est sous forme de fleurs et qui est délimitée avec des bouteilles recyclées. Et donc, les composts produits au niveau des composteurs nous ont permis de fertiliser la petite parcelle. Et nous invitons aussi souvent des habitants ou des écoles à venir nous voir. Et ils ont vraiment été étonnés de voir comment est-ce qu'on peut réutiliser les déchets dans tout ce qui est agriculture. En bas, ici, vous voyez les fameux sacs potagers qu'on a parlé hier. Donc, on a mis des sacs potagers au niveau des biodigesteurs pour pouvoir justement valoriser la partie fertilisante qui est le digestat, qui vient du digesteur. Et vous voyez ici que la taille des légumes qui sont issus de l'arrosage avec le digestat sont de taille exceptionnelle. Donc, toujours au niveau du site de biodigesteur, c'est là vraiment que c'est un site qui est aussi devenu à la fois un site d'expérimentation, un site d'études et un site de recherche. Et donc, on a mis en place aussi les cultures dans des bidons jaunes. Et donc, on a aussi mis en place des parcelles témoins qui nous ont permis de faire une comparaison entre les fertilisants, c'est-à-dire le compost composé avec le digestat, ou bien le digestat utilisé en tant que liquide tout simplement. Et par rapport à ça, on peut dire que le digestat est un très bon fertilisant, même s'il n'est pas associé au compost. Mais pour l'utilisation, on le dilue donc à moitié de son volume. C'est-à-dire que pour 1 litre de digestat, il faut rajouter aussi 1 litre d'eau. En ce qui concerne le reboisement, on fait des activités de reboisement parce que justement l'un des objectifs du projet, c'est d'augmenter la résilience de la population urbaine. Et nous savons tous que les activités de reboisement contribuent à lutter contre le changement climatique. Donc le projet jusqu'à maintenant a réalisé 2 campagnes de reboisement. Et en 2015 et 2016, on a produit à peu près 30 000 plants pour 24 hectares plantés. Durant cette campagne, on a eu quelques problèmes puisque la ville de Tuléar n'a bénéficié que de 15 jours de pluie. Donc, nous, on n'a pas eu vraiment de bons résultats. Pour la campagne 2016-2017, nous avons produit 18 200 plants et on a planté 18 hectares. Les espèces qu'on plante sont des espèces variées, c'est-à-dire des espèces ornementales, puisqu'on appuie aussi la commune urbaine dans tout ce qui est embellissement de la ville et de la mise en place des espaces verts. Et on produit aussi des espèces forestières, parce que avec nos partenaires, nous sommes emmenés à contribuer dans la lutte contre le charbonnage, donc l'utilisation des espèces à vocation bois-énergie. Et enfin, pour la sécurité alimentaire, nous produisons beaucoup d'espèces fruitières. Et pour les pépinières, pour le début, on avait installé 4 pépinières au niveau des 4 communes périphériques de Tuléar, mais puisque actuellement nous avons un grand bureau, on a donc décidé de faire aussi, de mettre en place notre pépinière en ville, ce qui n'est pas vraiment très commun parce que souvent les pépinières sont mises en place au niveau des zones rurales. Donc, on a mis en place notre pépinière en ville et on a utilisé le compost et le digestat. Et juste pour vous donner quelques exemples, pour quelques résultats pour l'utilisation du digestat. Donc, on a remarqué une fois une invasion d'insectes terricoles et avec l'utilisation du digestat,
on a constaté que même les insectes terricoles ont disparu et donc, à notre avis, ça mérite peut-être une étude plus approfondie par rapport à la qualité biopesticide du digesta. Donc, je donne à nouveau la parole à Virginia. Voici donc nos résultats dans le contexte de la sécurité alimentaire, mais on parle beaucoup de gestion des déchets, assainissement et sécurité alimentaire en même temps. Et comme on a dit au début, le projet a été conçu pour appuyer la commune urbaine, donc on aimerait bien quand même vous parler de qu'est-ce que c'était justement l'appui institutionnel qu'on a donné et qui de quelque façon a permis tout ça. On a plusieurs points qu'on voudrait partager avec vous. De ce qu'était la situation avant l'arrivée du projet, donc avant les mois d'août 2014, et ce qu'était actuellement, on pourrait dire, oui, les mois de mars 2017. Et quand le projet est arrivé, la capacité de collecte de la commune urbaine était de 10 tonnes par jour, contre une production de déchets d'environ 100 tonnes par jour, entre 100 et 120 tonnes par jour. Et donc, actuellement, on arrive à collecter jusqu'à entre 50 et 60 tonnes par jour, avec l'aide aussi des équipements supplémentaires, donc des camions de bennes et des bacs à ordures. Les systèmes de collecte. En effet, quand nous on est arrivé, il y avait, on pourrait dire, aucune stratégie vraiment efficace de collecte. Et il n'y avait pas des actions de nettoyage régulières de la ville. Ce que par contre, ce n'est plus le cas aujourd'hui, dont la collecte, la pré-collecte fonctionne plus ou moins de façon régulière et suivent un plan d'assainissement qui a été partagé entre la VHH et la commune urbaine. Les décharges, comme on a dit tout à l'heure, à l'arrivée du projet, ça existait un site à Tsunguburi, dont voilà, les décharges étaient collectées de façon totalement sauvage et pas traitées. Mais en plus que ça, il y avait plusieurs points que nous on a appelés les points noirs. Ça veut dire des petits points de collecte des déchets un peu partout et surtout en ville, en pleine ville. Donc le projet a assaini ces points et à la place de cette décharge sauvage a cherché de faire de l'embellissement, soit par des solutions d'agriculture urbaine comme celles qu'on vient de discuter, soit par la création des jardins publics ou en général l'embellissement de la ville. Donc là où il y avait les déchets avant, il y a eu de l'espace disponible pour des expériences très intéressantes d'agriculture. Et ensuite, justement, comme je vous avais dit aussi tout à l'heure, on a construit les centres de stockage et valorisation qui existent et qui sont fonctionnels depuis ces mois-là de mars. Ce qui était vraiment très important, c'était le côté formation et sensibilisation, qui répond à l'objectif global du changement de comportement. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, le comportement des consommateurs est fondamental dans la réussite du système, et donc le projet a appuyé dans un côté information technique pour la gestion des déchets, les agents de la commune urbaine, et de l'autre côté, avec des actions de sensibilisation régulières de la population, pour que chacun puisse augmenter la confiance déjà et assumer des responsabilités. Donc, un des défis les plus importants, c'était faire passer un message à la population que les changements étaient possibles et qu'ils pouvaient avoir confiance dans la nouvelle collaboration sur le long terme. Pour ce qui concerne la gestion, le système était assez défaillant et le projet a appuyé la commune urbaine dans la procédure de délégation de services sous forme de 3P, donc partenariat public-privé. Et, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt au niveau national, dont plusieurs opérateurs y ont répondu. Et finalement, l'appel a été attribué à Mada Compost, qui vous parlera de son projet ensuite, donc qui devient très récemment un nouveau partenaire sous forme tripartite. Donc pour le moment, ce sera l'appui de la WHH, la commune urbaine et l'opérateur privé qui vont agir ensemble. Enfin, comme je disais aussi avant, un des défis les plus importants, c'est financier, c'est d'ordre financier. Parce qu'on connaît que le budget communal ne permet pas tout le temps de payer les coûts d'un assainissement fait sous
à 100% sur la protection de l'environnement et en suivant toutes les règles du plan. Donc il y a des négociations très importantes qu'on a démarrées avec les agents municipaux. Et aujourd'hui, la commune urbaine de Tuléar a accepté les défis de trouver les ressources financières jusqu'à 11 500 arriérés par tonne, jusqu'à aujourd'hui, dans le sens que ça, ce n'est pas vraiment les prix que paient les services, c'est un peu plus élevé. Mais disons-nous que la commune urbaine commence déjà à assumer ses responsabilités financières avec cette contribution-là. C'est que quand même à Madagascar, c'est quelque chose de très important parce qu'on sait que ce n'est pas évident de trouver ces ressources. Donc nous souhaitons que la commune puisse payer un peu plus dans le futur, que ça veut dire couvrir entièrement les frais, mais on considère quand même un succès énorme que l'assainissement rentre aujourd'hui parmi les priorités de la municipalité. Donc enfin, la valorisation, aujourd'hui nous on a justement fait des petites expériences pilotes parce que la valorisation sur grande échelle se fera au niveau du CSVD, mais on a quand même fait l'expérience, comme vous avez déjà entendu, de compost, de méthanisation, de briquettes et d'éco-recyclage. Mais l'appui institutionnel a été aussi fait au niveau d'arrêté municipal pour tout ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que la population suive et respecte les travaux qui étaient tellement durement mis en place. Et enfin, je voudrais vous parler aussi un peu de l'implication des autres acteurs, parce que justement, un système performant, c'est un système qui demande l'implication de toutes les parties prenantes. Et donc, ce qui a rendu aujourd'hui possible ces changements-là, c'était aussi une implication de tous les acteurs, tous les autres partenaires publics et privés, soit de la VHH, soit de la commune urbaine. Voici quelques photos encore de qu'est-ce que c'était Tuléar en plein centre-ville le mois de février 2015, et les mêmes endroits, la même photo 2 ans après. Donc, pour vous dire, c'était des charges vraiment à ciel ouvert en plein centre-ville. Et donc, voilà, on a parlé d'hygiène, des propriétés, des développements. Un développement qui est en même temps social, économique, culturel et justement environnemental. Donc, l'objectif à plus grande échelle, c'est justement la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Tout ça a été possible par, d'un côté, l'appui, l'accompagnement et le renforcement que la WHH a donné grâce au financement du bailleur BMZ. De l'autre côté, l'engagement du secteur privé, donc même le fait, par exemple, d'avoir des opérateurs privés qui ont accepté les défis de répondre à l'appel d'offres, c'est quelque chose qui quand même montre un engagement important, un facteur de succès. Et enfin, la volonté politique. Donc, tout ça, ça n'aurait jamais été possible sans la volonté politique, donc l'implication des institutions. Donc, les projets auraient pu amener des gros équipements ou des ressources financières, mais néanmoins, la situation aurait pu rester ce qu'elle était avant. Et que de quelque façon répond à un objectif beaucoup plus global, comme celle qu'on vient de dire de l'agriculture urbaine, qu'aujourd'hui l'agriculture urbaine, c'est pas seulement rendre disponible des terrains en plein centre-ville, c'est que ça peut se passer un peu dans les gros villes partout dans le monde, mais ça veut dire aussi améliorer la qualité, réduire les frais de transport, donc de quelque façon aussi réduire la consommation de carbone fossile et donc l'émission des gaz, des pollutions. Donc je laisse juste clôturer avec quelques mots, M. Eric. Et merci à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric, représentant de la commune urbaine de Tuléar, responsable de l'assainissement de la ville de Tuléar. Au nom de M. le maire Rabbi Hadjajan, à qui je présente aujourd'hui à cette colloque internationale, permettez-moi de vous remercier les organisateurs, WHH, la commune urbaine d'Antananarivo, l'IMV et l'Île-de-France, et surtout notre proche partenaire, le WHH, le GIZ et la coopération allemande, avec qui nous collaborons à l'assainissement de la ville de Tuléar, qu'on a déjà eu aujourd'hui de bons résultats, parce que notre ville Tuléar
est plus propre qu'auparavant et organisé. Merci.